Papa a texté, Noël coûte trop cher. Juste la famille proche. J'ai répondu, d'accord. Ce soir-là, ma sœur a posté une vidéo de tout le monde avec des cadeaux. Ma fille était anéantie. J'ai discrètement mis fin à tous leurs paiements. Le lendemain, ils ont tous compris. Le texto est arrivé le 23 décembre, alors que je terminais un projet urgent au travail. Le message de mon père était bref et direct, « Salut ma chérie, ta mère et moi avons discuté. Noël devient trop cher avec tous les enfants qui grandissent. On va le faire en famille très restreinte cette année. J'espère que tu comprends. » Je suis resté à fixer l'écran, le lisant 3 fois pour être sûr d'avoir bien compris. Ma fille, Emma, avait 8 ans, et Noël chez mes parents était le clou de son année depuis qu'elle savait marcher. J'ai simplement répondu, d'accord, papa. On comprend, et j'ai posé mon téléphone, sentant un poids creux s'installer dans ma poitrine. Emma avait déjà fabriqué une carte en papier cartonné pour ses grands-parents. Elle y avait passé des heures, collant méticuleusement des boules de coton pour faire le corps d'un bonhomme de neige, et ajoutant des paillettes qui décoraient encore le sol de notre cuisine. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'a demandé si elle pouvait commencer à emballer les cadeaux qu'elle avait choisis pour ses cousins. En fait, ma chérie, papy et mamie font quelque chose de plus simple cette année, lui ai-je dit, en m'accroupissant à sa hauteur. Juste chez eux, juste entre eux. On aura notre propre Noël spécial, ici. Son visage s'est décomposé, de cette manière dévastatrice que seul un enfant peut avoir. Mais j'ai fait des cartes pour tout le monde, et on va toujours chez mamie. Je sais, mon bébé. Parfois, les choses changent. Elle a hoché la tête lentement, essayant d'être courageuse, et est allée dans sa chambre. Je l'ai entendu fermer doucement la porte, ce qui, d'une certaine manière, m'a fait encore plus mal que si elle l'avait claqué. Le lendemain matin, le réveillon de Noël, je me suis réveillé avec 17 notifications sur mon téléphone. Ma sœur, Ashley, avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux à 23h47 la veille, quelques heures seulement après le texto de mon père. La miniature montrait le salon de mes parents, décoré exactement comme toujours, avec un immense sapin que mon père insistait pour aller couper lui-même chaque année. J'ai appuyé sur lecture, les doigts tremblants. Il y avait le mari d'Ashley, Brett, qui distribuait des cadeaux. Il y avait mes parents, souriant pendant que les jumeaux d'Ashley, Oliver et Ruby, déchiraient leurs paquets. Les enfants de mon frère Nathan étaient là aussi, sa fille Chloé assise sur les genoux de ma mère, tandis que mon père ajustait la caméra. Les chaussettes de Noël étaient accrochées à la cheminée, chacune étiquetée avec le nom d'un membre de la famille. Je les ai comptées 2 fois. La famille d'Ashley, la famille de Nathan, mes parents. Pas de chaussettes pour Emma, pas de chaussettes pour moi. La vidéo a duré 4 minutes. J'ai vu mon neveu, Tyler, recevoir exactement la console de jeu qu'Emma avait entourée dans tous les catalogues qui arrivaient chez nous. J'ai vu Ruby déballer des poupées American Girl. J'ai entendu le rire de ma mère alors qu'elle aidait Oliver à assembler une sorte de kit de robot. La légende disait, tellement reconnaissante de vivre ces traditions magiques du réveillon de Noël avec les gens qui comptent le plus. Emma est entrée dans ma chambre vers 7 heures du matin, toujours en pyjama. « Maman, je peux utiliser ta tablette pour jouer ?»« Bien sûr, ma puce. » Je la lui ai tendue, puis j'ai regardé avec horreur pendant qu'elle naviguait vers le navigateur, qui était toujours ouvert sur le profil d'Ashley. La vidéo s'est lancée automatiquement. Le visage d'Emma est passé par une série d'expressions que je ne veux plus jamais revoir, d'abord la confusion, puis la reconnaissance, et enfin une tristesse écrasante qui la faisait paraître bien plus âgée que 8 ans. Elle a tout regardé en silence, son pouce planant au-dessus de l'écran, sans jamais mettre en pause. Ils ont dit que c'était trop cher, a-t-elle murmuré quand la vidéo s'est terminée. Je sais, mais tous les autres sont là. Je n'avais aucune réponse qui ne soit pas un mensonge, ou qui n'aggrave les choses. Elle m'a rendu la tablette et a quitté ma chambre, les épaules rentrées, comme si elle essayait de se faire toute petite. Je suis resté assise sur mon lit, encore dans mes vêtements de la veille car je m'étais endormi sur les couvertures, et j'ai ouvert mon application bancaire. Mes parents ne savaient pas que je pouvais voir leur compte. Quand mon père a eu sa crise cardiaque il y a 3 ans, il m'avait ajouté à tout, juste au cas où. Je payais leur hypothèque chaque mois depuis lors, un paiement de 2400 € qui sortait directement de mon compte par virement automatique. J'ai fait défiler plus bas. Le paiement de la voiture de Nathan, celui pour lequel il avait pris du retard après le départ de sa femme, et que j'avais discrètement repris, 500 € par mois.
La carte de crédit d'Ashley, celle qu'elle avait utilisée jusqu'au plafond quand Brett a perdu son emploi, et pour laquelle je faisais des paiements minimums depuis 18 mois, 350 € par mois. La quote-part des médicaments de ma mère, automatiquement débitée sur ma carte car son assurance était nulle, environ 200 € par mois. Le forfait de téléphone familial, dont j'étais devenu responsable quand mon père a prétendu ne pas savoir comment configurer le prélèvement automatique, 280 € pour 5 lignes par mois. Le box de stockage, où Nathan gardait toutes les affaires de son ex-femme parce qu'il était trop sentimental pour les trier, 165 € par mois. L'abonnement à la salle de sport d'Ashley, celle, très chic, dont elle avait eu besoin pour sa santé mentale après la naissance de Ruby, 89 € par mois. J'ai fait le calcul. 3 984 € par mois. 47 808 € par an. Depuis 3 ans pour la plupart de ces paiements, le crédit auto de Nathan et le forfait téléphonique remontant même à près de 4 ans, je subventionnais le style de vie de ma famille, tout en travaillant 60 heures par semaine comme chef de projet, et en élevant Emma seule, depuis que son père avait décidé que la paternité n'était pas pour lui, quand elle avait 2 ans. L'argent n'était pas le problème. Je gagnais bien ma vie, assez pour que ces paiements ne me ruinent pas financièrement, même s'ils m'avaient certainement empêché d'épargner pour les études d'Emma comme je l'avais prévu. Le problème, c'était le mensonge. La cruauté désinvolte d'exclure un enfant de Noël, pendant que je finançais leur vie, puis de diffuser cette exclusion à la vue de tous. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout annuler. L'annulation du paiement de l'hypothèque a pris 3 minutes, le site web de la banque rendait l'arrêt des virements automatiques remarquablement facile. Le paiement de la voiture de Nathan passait par un autre système, mais c'était tout aussi simple. Pour la carte de crédit d'Ashley, il a fallu un appel téléphonique pour supprimer mes informations de compte, mais le système automatisé s'en est chargé sans que j'aie besoin de parler à un humain. J'ai annulé le prélèvement automatique pour les médicaments, je me suis retiré complètement du compte de téléphone, ce qui signifiait qu'ils devraient créer leur propre forfait, j'ai annulé le paiement du box de stockage, et l'abonnement à la salle de sport. Au moment où Emma s'est réveillée de sa sieste du matin, une chose qu'elle faisait rarement mais dont elle avait clairement besoin ce jour-là, je m'étais systématiquement libéré de toutes les obligations financières que j'avais prises pour ma famille. J'ai aussi rédigé un email à la société de gestion immobilière s'occupant de l'hypothèque de mes parents, expliquant que j'avais pris des dispositions pour couvrir les paiements auparavant, mais que je devais m'assurer que le titulaire du compte était désormais au courant des conditions du prêt. Le jour de Noël, j'ai emmené Emma voir un film au cinéma, une chose que nous faisions rarement. Nous avons pris du pop-corn et des bonbons, et elle a semblé retrouver le moral pendant le film. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, vers 18 h, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'avais laissé dans la voiture, ne voulant délibérément pas gâcher la journée. 71 notifications. J'ai parcouru les messages, observant la progression, de la confusion à la colère, puis à la panique. Les messages de Nathan étaient particulièrement révélateurs, quoi qu'il se passe avec tes comptes, il faut que tu arranges ça. Le paiement de ma voiture est dû, et ils vont la saisir s'il ne passe pas et puis, 1 heure plus tard, tu m'ignores sérieusement en ce moment? Je suis ton frère. Rappelle-moi. Et enfin, c'est vraiment dégueulasse. C'est Noël. Les textos d'Ashley ont évolué plus rapidement, le téléphone de Brett vient de s'éteindre. Et quand j'ai vérifié, tout notre forfait familial est annulé. Qu'est-ce qui se passe? Puis, maman a essayé de prendre ses médicaments et la carte a été refusée. Ce n'est pas drôle. Ensuite, tu es incroyablement égoïste en ce moment. Et pour finir, bien sûr que tu ferais un coup pareil. Tu as toujours été jalouse que papa et maman soient plus proches de nous. La seule personne qui n'avait pas appelé était ma mère. Cela a changé vers 21 h. Que as-tu fait? A-t-elle demandé quand j'ai répondu, sa voix tremblant de rage plutôt que d'inquiétude. Pas de bonjour, pas de préambule. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne sont pas de ma responsabilité. Ton père est hors de lui. Le paiement de la voiture de Nathan a été rejeté. Ashley ne peut joindre personne parce que le forfait téléphonique ne fonctionne pas. Je dois aller chercher mes médicaments demain. À quoi pensais-tu? Je pensais à Emma, regardant une vidéo de la fête de Noël à laquelle elle n'a pas été invitée parce que c'était trop cher. Silence à l'autre bout du fil. C'était la décision de ton père, a-t-elle finalement dit. Nous avons des revenus limités. Vous avez des revenus limités parce que je paie votre hypothèque depuis 3 ans, maman. Votre hypothèque. C'est 2 400 € par mois. Plus la voiture de Nathan,
plus la dette de carte de crédit d'Ashley, plus tes médicaments qui me coûtent 200 € par mois parce que tu ne veux pas prendre une meilleure assurance, plus le forfait de téléphone, plus le box de stockage de Nathan, plus l'abonnement à la salle de sport d'Ashley. Plus de silence. Emma a vu tout le monde ouvrir des cadeaux hier soir. Elle a vu ses cousins recevoir des cadeaux dans la maison où nous avons célébré chaque Noël de sa vie. Elle m'a demandé pourquoi papy et mamie ont dit que Noël était trop cher, alors que tous les autres étaient là. Nous ne pensions pas que tu en ferais toute une histoire, a finalement dit ma mère. Emma est jeune. Elle s'en remettra. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine à ces mots. Tu as raison, ai-je dit. Elle s'en remettra. Et en attendant, vous pouvez vous débrouiller pour payer vos propres factures. Vas-tu laisser ton père perdre sa maison pour une fête de Noël? Je vais laisser mon père payer pour sa propre maison, ce qu'il aurait dû faire depuis le début. La banque est maintenant au courant des conditions du prêt. Vous devrez négocier un plan de paiement directement avec eux. Espèce d'égoïste, d'ingrate. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De 3 ans de colère ravalée qui trouvait enfin une issue. Les appels ont continué toute la nuit. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le matin du 26 décembre, je me suis réveillé avec un email de mon père. Il était long et décousu, alternant entre colère et supplication. En résumé, je détruisais la famille pour un malentendu, ils avaient prévu d'inviter Emma pour une célébration en retard, et j'étais vindicative et cruelle. Il avait joint une feuille de calcul montrant leurs dépenses mensuelles, soulignant en rouge comment mon retrait soudain de soutien allait entraîner des conséquences catastrophiques. J'ai répondu avec ma propre feuille de calcul, 3 ans de paiement, classés par catégorie et totalisés, avec des notes montrant que les paiements de la voiture de Nathan remontaient en fait à 42 mois et que le forfait téléphonique était sur mon compte depuis 47 mois. Le total général s'élevait à 156 420 €. J'ai ajouté une seule ligne de texte, Emma et moi aurons désormais nos propres traditions de Noël. Merci de ne pas me contacter, sauf en cas d'urgence. Ma tante Lorraine a appelé cet après-midi-là. C'était la sœur cadette de ma mère, quelqu'un que j'avais toujours apprécié mais que je voyais rarement. Ta mère m'a demandé de te parler, a-t-elle commencé, puis a fait une pause. Mais honnêtement, j'appelle parce que je veux comprendre ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté. Le texto de mon père, la vidéo, le visage d'Emma, les années de paiement que je n'avais jamais mentionnées à personne, car cela me semblait être un devoir familial. Mon Dieu, a dit Lorraine quand j'ai eu fini. Je savais que tu donnais un coup de main de temps en temps, mais je ne réalisais pas que c'était à ce point. Ni qu'ils avaient fait ce coup-là pour Noël. Ashley l'a posté publiquement, ai-je dit. Ils n'ont même pas essayé de le cacher. Ta sœur a toujours été écervelée, a dit Lorraine, mais là, c'est autre chose. Elle a soupiré lourdement. Écoute, je ne vais pas te dire quoi faire, mais je veux que tu saches que ce que tu as fait est logique. J'aurais probablement fait pire. Cet appel a été le seul contact de soutien que j'ai reçu. Tous les autres étaient unanimes, je surréagissais, la famille, c'est fait pour s'entraider, j'étais mesquine et vindicative pour une simple exclusion qui n'avait rien de personnel. Nathan s'est présenté à mon appartement le 27 décembre. J'ai regardé par le Judas pendant qu'il frappait, attendait, puis frappait à nouveau. Je sais que tu es là, a-t-il appelé. Ta voiture est là. Ouvre juste la porte pour qu'on puisse parler comme des adultes. Je n'ai pas ouvert. Après 15 minutes, il est parti. La société de stockage a appelé le 28 décembre pour m'informer qu'il n'avait pas pu débiter le compte enregistré et que le box serait mis aux enchères si le paiement n'était pas reçu dans les 30 jours. Je leur ai fourni les coordonnées et l'adresse email de Nathan, en expliquant que le titulaire du compte devrait prendre des dispositions directement. L'agent du service client semblait confus, mais a pris note des informations. J'ai appris plus tard par Lorraine que Nathan avait dû emprunter de l'argent à son ex-femme pour vider le box avant la date de la vente aux enchères. La salle de sport d'Ashley a débité sa véritable carte de crédit le 29 décembre, et le paiement a été refusé. Elle a publié un long coup de gueule sur les réseaux sociaux à propos des faux membres de la famille qui vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'eux et des gens qui utilisent l'argent pour manipuler les relations. Je n'ai pas répondu, mais plusieurs amis communs m'ont envoyé des captures d'écran avec des messages de soutien qui m'ont surprise. La société de prêt immobilier de mes parents leur a envoyé un avis de défaut de paiement le 30 décembre. Mon père a appelé et a laissé un message vocal qui consistait principalement à crier que je les avais trahis, qu'il m'avait tout donné, qu'il m'avait mieux élevé que ça.
Il n'a pas mentionné les 3 ans de paiement, ni l'année supplémentaire pour certaines dépenses. Il n'a pas mentionné Emma. Le réveillon du Nouvel An, j'ai emmené Emma dans un hôtel chic du centre-ville. Nous avons nagé dans la piscine chauffée, commandé le service en chambre, et regardé les feux d'artifice depuis notre fenêtre. Elle retrouvait progressivement son état normal, même si je la surprenais parfois à regarder dans le vide, avec une tristesse qui me brisait le cœur. Maman, a-t-elle dit alors que nous regardions les lumières de la ville scintiller en bas, on ne va plus voir papy et mamie? Je ne sais pas, mon bébé. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Parce qu'ils ne voulaient pas de nous à Noël, ils ont fait des choix qui nous ont blessés, et j'ai fait le choix de nous protéger. Elle a réfléchi à cela un long moment. D'accord. Mais il me manque, quand même. Je sais, ai-je dit. Il me manque aussi. Et c'était vrai, d'une manière compliquée. Les parents que je pensais avoir me manquaient, ceux qui n'auraient pas exclu leur petite fille tout en encaissant les chèques que je leur faisais. Mais les personnes qu'ils s'étaient révélées être ne me manquaient pas. Le 2 janvier, j'ai reçu un email de l'ex-femme de Nathan, Mélissa. Nous n'avions jamais été proches, mais son message était direct. Nathan m'a appelé hier pour me demander si je pouvais l'aider avec le paiement de sa voiture, parce que sa sœur lui a coupé les vivres. Quand je lui ai demandé pourquoi tu payais ça à sa place, il n'a pas pu me donner de réponse claire. Je voulais juste te dire, bien joué. Il a raconté à tout le monde que je l'avais plumé lors du divorce, mais apparemment, c'est toi qui le soutenais depuis tout ce temps. Ah, et il avait aussi besoin d'argent pour ce box de stockage qu'il prétendait ne pas pouvoir se permettre de vider. Tu ne lui dois rien. Le même jour, la banque a approuvé une modification de l'hypothèque de mes parents. Mon père s'était apparemment rendu sur place et avait expliqué la situation, omettant la partie où je faisais les paiements, mais insistant sur ses revenus fixes et les besoins médicaux de ma mère. Leur mensualité a été réduite à 1 800 € pendant 3 ans, après quoi elle reviendrait au montant initial. Il ne m'a pas appelé pour me le dire, je l'ai découvert parce que la banque m'a envoyé une notification de courtoisie, puisque j'avais été sur le compte. La société de carte de crédit d'Ashley m'a contacté le 5 janvier parce qu'elle avait contesté plusieurs frais, affirmant qu'elle n'avait jamais autorisé les paiements que j'avais faits. Le représentant a expliqué qu'ils avaient examiné le compte, confirmé que j'avais effectué des paiements volontaires sur une carte qui n'était pas la mienne, et m'a demandé si je voulais continuer. J'ai dit non. La dette d'Ashley est passée en recouvrement 3 semaines plus tard. L'abonnement à la salle de sport s'est renouvelé automatiquement avec les informations de la carte réelle d'Ashley, car elle l'avait mise à jour sans supprimer l'ancien moyen de paiement. Il a été refusé. Son compte a été gelé, et elle s'est plainte sur les réseaux sociaux des pratiques commerciales prédatrices des centres de fitness de luxe. La voiture de Nathan a été saisie le 18 janvier. Il a posté dans un groupe communautaire local, demandant si quelqu'un connaissait de bons avocats, car la saisie était illégale et discriminatoire. Plusieurs personnes lui ont fait remarquer que ne pas payer son prêt auto est généralement un motif légal de saisie. Il a supprimé la publication moins d'1 heure après. La situation des médicaments de ma mère s'est résolue lorsque mon père a finalement souscrit à la meilleure assurance proposée par les avantages de retraite de son ancien employeur. La couverture avait toujours été disponible, mais ils avaient rechigné à payer la prime plus élevée, car je couvrais de toute façon les frais de médicaments. Maintenant, cela leur coûtait 150 € de plus par mois en prime, mais couvrait ces ordonnances avec une quote-part de 10 €, au lieu de 40 à 60 € chacune. La situation du téléphone portable a été la plus chaotique. Sans mon paiement, les 5 lignes ont été suspendues en l'espace de 2 cycles de facturation. Ashley a créé son propre forfait familial et a ajouté mes parents. Nathan a obtenu un téléphone par le biais de sa nouvelle petite amie, qu'il voyait apparemment depuis avant que son divorce ne soit finalisé. Mon père s'est plaint que leur nouveau forfait coûtait 180 € par mois, comparé aux 56 € que leur part représentait sur mon forfait, ignorant commodément que je couvrais 280 € pour eux tous. Pendant tout ce temps, Emma et moi avons construit nos propres routines. Nous avons commencé à faire des soirées cinéma le vendredi, où elle choisissait un film et nous préparions des encas à thème. Nous avons rejoint un club de lecture mère-fille à la bibliothèque. J'avais économisé plus en 2 mois qu'au cours de l'année précédente, et j'ai ouvert le fonds pour ces études que j'avais prévues, en commençant avec 5 000 €. La Saint-Valentin a apporté la première véritable tentative de réconciliation. Ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement le téléphone d'une amie. J'ai répondu sans réfléchir. Je veux voir ma petite fille, a-t-elle dit sans préambule. Quoi qu'il se passe entre nous,
Emma ne devrait pas être punie. Emma a été punie quand vous l'avez exclue de Noël, ai-je dit. Je la protège maintenant. Ce n'est pas juste. Nous avons expliqué que nous avions des contraintes budgétaires. Pendant que je payais votre hypothèque, ai-je répliqué. Pendant que je couvrais la voiture de Nathan, la dette d'Ashley, vos médicaments, le forfait de téléphone et tout le reste. Vous aviez des contraintes budgétaires parce que vous dépensiez de l'argent pour tous ceux qui étaient à cette fête, sauf pour nous. Nous ne nous sommes pas rendus compte. Vous ne vous êtes pas rendu compte que de voir tous les autres faire la fête sans elle lui ferait du mal? Vous ne vous êtes pas rendu compte que mentir sur la raison de notre exclusion serait cruel? Ou vous ne vous êtes pas rendu compte que je le découvrirais? Silence. Ton père veut te parler. Je ne veux pas lui parler. C'est ton père. Tu lui dois le respect. Ce mot. Comme si toute ma relation avec ma famille avait été réduite à un bilan de dettes et d'obligations. Dis-lui de m'envoyer un email, ai-je dit, et j'ai raccroché. L'email est arrivé 2 jours plus tard. Il était plus court que le premier, moins en colère, plus calculateur. Il reconnaissait que peut-être qu'ils avaient mal géré Noël. Il suggérait que nous nous asseyions tous pour une réunion de famille afin de mettre les choses au clair et d'aller de l'avant. Il a mentionné qu'Emma méritait d'avoir ses grands-parents dans sa vie. Il a noté que les familles se pardonnent. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas reconnu l'argent, sauf pour une ligne, s'il y a eu des arrangements financiers qui ont causé de la confusion, nous devrions en discuter ouvertement. Des arrangements financiers qui ont causé de la confusion. Comme si j'avais payé leurs factures par accident pendant 3 ans, à cause d'une erreur bancaire. Je n'ai pas répondu à cet email. Mars a apporté le printemps et mon anniversaire. Les années précédentes, mes parents organisaient un dîner. Ashley faisait son fameux gâteau à 3 étages, et Nathan organisait une activité qu'il pensait amusante, mais qui ne l'était généralement pas. Cette année, Emma et moi sommes allés dans un atelier de peinture sur poterie et avons fait des tasses assorties. Nous avons pris une glace après, et nous avons regardé le coucher de soleil depuis un banc dans un parc. Mon téléphone est resté silencieux toute la journée. Pas d'appel, pas de texto, pas de message. Je m'attendais à une forme de contact, même un simple texto de joyeux anniversaire. Le silence était un message en soi. Emma m'a posé la question pendant que nous dînions ce soir-là, dans sa pizzeria préférée. Papy et mamie ont oublié ton anniversaire? Peut-être qu'ils sont encore fâchés contre moi. C'est méchant, a-t-elle dit. On est censé dire joyeux anniversaire même quand on se dispute. La vérité sort de la bouche des enfants de 7 ans. Tu as raison, ma chérie. C'est méchant. Il te manque? J'ai envisagé de mentir, de lui donner la réponse facile, mais Emma méritait l'honnêteté. Adaptée à son âge, mais réelle. La façon dont les choses étaient avant me manque. Mais ça ne me manque pas de sentir que nous ne comptions pas. Elle a hoché la tête solennellement, en prenant une autre bouchée de sa part de pizza au pepperoni. On compte l'une pour l'autre. Oui, mon bébé. Absolument. La société de gestion immobilière s'occupant de l'hypothèque de mes parents m'a appelé en avril. Le représentant a expliqué qu'ils avaient manqué 3 paiements dans le cadre de leur plan modifié et risquaient la saisie. Puisque j'avais fait des paiements auparavant, serais-je disposé à reprendre? Non, ai-je dit simplement. Les titulaires du compte sont âgés et ont des revenus fixes. Tout tel que vous pourriez apporter. Ils ont 64 et 66 ans, tous deux en assez bonne santé, avec des revenus de retraite et la sécurité sociale, ai-je dit. Ils ne sont pas dans le dénuement, ils sont irresponsables. Il y a eu une pause. Je comprends. Nous allons procéder selon nos protocoles standards. Mon père a réussi à obtenir mon adresse email professionnelle et m'a envoyé un message là-bas, ce qui m'a semblé être une violation d'une limite que je n'avais pas réalisé avoir besoin de fixer. L'objet était l'urgence familiale. Le corps de l'email détaillait leur crise financière, me blâmait explicitement de l'avoir créé en retirant mon soutien, et exigeait que je le contacte immédiatement. Je l'ai transféré au RH avec une note expliquant qu'il s'agissait d'une affaire personnelle qui empiétait sur mon espace professionnel, et je leur ai demandé de bloquer son adresse email de notre système d'entreprise. Ils l'ont fait, et ont également pris de mes nouvelles pour s'assurer que j'étais en sécurité et n'avais pas besoin de soutien supplémentaire. L'inquiétude dans les yeux de ma responsable m'a fait réaliser à quel point la situation de ma famille était devenue anormale. Ashley m'a contacté via Instagram en mai, par une longue demande de messages, puisque nous n'étions plus amis sur aucune plateforme.
Sa note était manipulatrice dans sa construction, commençant par des souvenirs de notre enfance, passant par des expressions de confusion sur ce qui avait mal tourné, et se terminant par des accusations selon lesquelles j'avais abandonné la famille pour un malentendu, qui pourrait facilement être résolu si seulement je communiquais. Elle n'a pas mentionné Emma. Elle n'a pas mentionné Noël. Elle n'a surtout pas mentionné les 18 mois de paiement de carte de crédit que j'avais fait en son nom. J'ai supprimé le message sans répondre. Nathan a apparemment raconté toute l'histoire à sa petite amie, car elle m'a envoyé une demande d'amitié avec un message « Je ne te connais pas », mais Nathan parle de sa sœur qui a coupé les ponts avec toute la famille pour une fête de Noël. Et quand je lui ai demandé des détails, l'histoire ne tenait pas la route. Il a finalement admis que tu payais pour sa voiture et un tas d'autres choses depuis des années. Je voulais juste que tu saches que je pense que tu as bien fait. Il doit grandir. Ils ont rompu 2 semaines plus tard. Nathan m'a blâmé dans une publication que plusieurs amis communs m'ont envoyée en capture d'écran, suggérant que j'avais saboté sa relation. Son ex-petite amie a commenté la publication « J'ai rompu avec toi parce que tu es un homme de 35 ans qui s'attendait à ce que sa sœur paie ses factures et qui s'est mis en colère quand elle a arrêté. » Grandi. L'été est arrivé. Emma a terminé sa 3e année avec d'excellentes notes et un rapport élogieux de son enseignante. Nous avons pris des vacances à la plage, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais eu l'impression de pouvoir me permettre. Nous avons construit des châteaux de sable, ramassé des coquillages, et Emma a appris à faire du bodyboard. Elle n'a pas mentionné ses grands-parents une seule fois pendant tout le voyage. J'ai posté quelques photos sur les réseaux sociaux, principalement parce que je voulais documenter la joie d'Emma. J'avais retiré Ashley de mes amis en janvier, après ses messages de plus en plus hostiles, mais elle a dû voir les photos par l'intermédiaire d'un ami commun, car elle m'a envoyé un texto d'un énième nouveau numéro, ça doit être sympa de pouvoir se payer des vacances quand on n'aide plus sa famille. J'ai bloqué le numéro sans répondre, mais j'ai pensé à son commentaire pendant des jours. L'audace de présenter mon soutien comme quelque chose que j'avais retiré, plutôt que comme quelque chose que j'avais donné librement jusqu'à ce qu'il prouve que cela ne signifiait rien. Ma tante Lorraine nous a invités à son barbecue du 4 juillet. Tes parents seront là, m'a-t-elle prévenu. Je ne peux pas ne pas les inviter, mais je voulais que toi et Emma veniez aussi. Vous ne devriez pas avoir à manquer les événements familiaux à cause de leur comportement. Je les remerciais, mais j'ai décliné. L'idée de voir mes parents de l'autre côté d'une table de pique-nique, faisant semblant que tout allait bien pendant que les hot-dogs grillaient et les feux d'artifice explosaient, me semblait impossible. Emma était déçue, mais elle a compris. Lorraine m'a appelé le lendemain du barbecue. Ta mère a passé tout son temps à jouer la victime. Elle n'arrêtait pas de raconter comment vous les avez abandonnés, comment ils ont des difficultés financières, comment Emma est privée de ses grands-parents aimants. Je lui ai finalement demandé directement pourquoi tu avais arrêté de les aider, et elle m'a donné une réponse vague sur un désaccord concernant les plans de Noël. C'est une façon de décrire le fait d'exclure délibérément sa petite fille de 7 ans de la célébration familiale, tout en le publiant sur les réseaux. C'est bien ce que je pensais. Alors, j'ai posé la question à Ashley, et elle s'est mise sur la défensive et a changé de sujet. Ta famille est vraiment quelque chose. C'est ta famille aussi. Biologiquement, bien sûr, a dit Lorraine. Mais je ne traiterai pas mon chien comme ils vous ont traité, toi et Emma. Où t'as apporté le 9e anniversaire d'Emma. Nous avons organisé une fête dans un parc de trampoline avec 12 de ses amis de l'école. C'était chaotique, bruyant et parfait. Elle n'a pas demandé si ses grands-parents seraient là. Cette absence d'attente m'a fait plus mal que si elle avait posé la question directement. Mes parents ont envoyé une carte à notre appartement. Sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau de 25 € pour un magasin de jouets et un mot, joyeux anniversaire, Emma. Nous t'aimons et tu nous manques. Affectueusement, papy et mamie. Pas de message pour moi. Aucune reconnaissance de la raison pour laquelle nous n'étions plus dans leur vie. Emma a regardé la carte un long moment. On peut l'utiliser pour acheter des trucs. Bien sûr, ma chérie. Elle est à toi. Nous sommes allés au magasin de jouets ce week-end-là. Elle a choisi des fournitures d'art et un lapin en peluche. Elle n'a plus mentionné ses grands-parents. Septembre a marqué 9 mois depuis que j'avais arrêté les paiements. La présence de Nathan sur les réseaux sociaux avait considérablement diminué, probablement parce que sa vie n'était plus assez subventionnée pour paraître impressionnante en ligne. Ashley publiait toujours régulièrement,
bien que son contenu soit passé des photos de vacances et de repas au restaurant à des citations inspirantes sur le fait de surmonter l'adversité et de reconnaître les fausses personnes. Mes parents avaient apparemment négocié un plan de paiement avec la banque, car leur maison n'avait pas été saisie, bien que le profil LinkedIn de mon père montrait désormais qu'il avait pris un poste de consultant à temps partiel dans son ancienne entreprise. Ma mère avait commencé à vendre de l'artisanat sur Etsy, des articles au crochet mal photographiés qui ne semblaient pas se vendre, à en juger par ses zéros avis. Il se débrouillait sans moi. Octobre a apporté les réunions parents-professeurs. L'enseignante d'Emma a loué sa créativité, sa gentillesse, ses progrès scolaires. Puis, doucement, elle a mentionné qu'Emma avait écrit une histoire sur une fille dont la famille l'avait oubliée pendant les fêtes. « Est-ce que tout va bien à la maison ?» a demandé l'enseignante avec précaution. J'ai expliqué la situation dans les grandes lignes. Rien de trop détaillé, juste assez de contexte. L'enseignante a hoché la tête, compréhensive. Emma semble globalement bien adaptée, mais ce genre d'exclusion peut vraiment avoir un impact sur les enfants. Je suis contente que vous en soyez consciente et que vous y remédiez. Nous y remédions, en thérapie. J'avais commencé à emmener Emma chez une psychologue pour enfants en février, préoccupée par l'impact à long terme. La thérapeute a dit qu'Emma gérait les choses de manière saine, qu'elle comprenait qu'elle n'avait rien fait de mal, que les adultes de sa vie avaient fait de mauvais choix. Pourtant, l'entendre écrire qu'elle avait été oubliée, ça faisait mal. Halloween est arrivé. Emma s'est déguisée en scientifique, avec une blouse de laboratoire couverte d'équations peintes sur le tissu. Nous avons fait la tournée des bonbons dans notre quartier, et elle est rentrée avec assez de sucreries pour tenir jusqu'à Noël. Ce soir-là, avant de se coucher, elle a demandé « Tu penses qu'ils voudront de nous à Noël cette année ?» Voilà, la question que je redoutais. Je ne sais pas, Emma. Mais même s'ils nous invitent, je ne suis pas sûr que nous devrions y aller. Parce qu'ils ont été méchants ? Parce qu'ils nous ont fait du mal et n'ont pas dit qu'ils étaient désolés, ou qu'ils comprenaient pourquoi c'était mal. Elle a réfléchi à cela, son visage sérieux, de la manière dont les enfants regardent quand ils essaient de comprendre la complexité des adultes. S'ils s'excusaient, on pourrait y aller ? Peut-être, ai-je dit. Mais il faudrait qu'ils le pensent vraiment. Et qu'ils promettent de ne plus nous faire de mal comme ça. D'accord. Elle m'a serré fort dans ses bras. J'aime bien notre Noël de toute façon. Juste nous deux. Mon cœur s'est brisé et guéri en même temps. Novembre est arrivé avec le temps qui se rafraîchissait et les fêtes qui approchaient. J'ai attendu un contact de ma famille, une tentative de réconciliation avant l'anniversaire du désastre de l'année dernière. Rien n'est venu. La semaine de Thanksgiving, Lorraine nous a de nouveau invités. Cette fois, j'ai accepté, après avoir confirmé que mes parents ne seraient pas là. Elle les avait invités chez elle le lendemain, créant ainsi un tampon. Emma était excitée à l'idée de voir les chats de Lorraine et de rencontrer des cousins qu'elle n'avait vus que bébé. Le rassemblement était petit et chaleureux. Le mari de Lorraine était gentil, demandant à Emma des nouvelles de l'école et écoutant son bavardage sur ses projets scientifiques. Leur fils adulte a amené sa petite amie, qui a joué d'innombrables parties de Go Fish avec Emma. Personne n'a mentionné mes parents ou la situation. Cela semblait normal, d'une manière que j'avais oublié que les événements familiaux pouvaient être. Le 1er décembre a apporté une lettre du vrai courrier adressée à moi, de l'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte pendant qu'Emma était à l'école, les mains tremblant légèrement. « Chère fille », commençait-elle, et j'ai failli arrêter de lire là, mais j'ai continué. La lettre faisait 2 pages, manuscrite sur son beau papier à lettres. Elle écrivait que l'année écoulée avait été difficile, qu'ils avaient dû faire des choix difficiles, qu'ils avaient appris à vivre selon leurs moyens. Elle a mentionné le travail à temps partiel de mon père, sa boutique Etsy, les façons dont il s'était adapté. Puis, enfin, nous comprenons maintenant que nous nous sommes trop appuyés sur toi. Nous avons profité de ta générosité et n'avons pas reconnu à quel point tu te sacrifiais pour nous. Nous comprenons surtout qu'exclure Emma de Noël tout en acceptant ton soutien financier était mal. Il n'y a aucune excuse pour la façon dont nous avons géré cela, et nous sommes désolés. Elle a poursuivi en disant qu'ils aimeraient nous revoir, qu'Emma leur manquait terriblement, qu'ils espéraient que nous pourrions reconstruire notre relation. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle s'est juste excusée et a demandé une chance. Je l'ai lu 3 fois, à la recherche de manipulation ou de demandes cachées. Cela semblait sincère, mais on m'avait déjà trompé. J'ai appelé Lorraine. Est-ce que ma mère t'a dit qu'elle m'envoyait une lettre ?
Elle a mentionné qu'elle essayait de trouver un moyen de te contacter. Pourquoi? Je lui ai lu la lettre au téléphone. Lorraine est restée silencieuse un moment après que j'ai eu fini. On dirait une véritable prise de conscience, a-t-elle dit. Je suis choqué, honnêtement. Devrais-je répondre? C'est entièrement à toi de décider. Mais si tu veux reconstruire quelque chose, c'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une véritable excuse de leur part. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Finalement, le 4 décembre, j'ai répondu. Ma lettre était plus courte. J'ai accusé réception de leurs excuses et expliqué que la confiance avait été si gravement brisée que la reconstruction prendrait du temps. J'ai suggéré que nous commencions par des appels téléphoniques occasionnels avec Emma, pour voir comment cela se passerait, et envisagerions potentiellement des visites supervisées dans des lieux neutres. J'ai été clair sur le fait que le soutien financier était définitivement hors de question et qu'ils devaient maintenir leur propre indépendance. J'ai terminé en disant que j'espérais que nous pourrions un jour avoir de nouveau une relation, mais qu'elle devrait être basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Je l'ai posté le 8 décembre. Rassembler le courage de l'envoyer réellement a pris quelques jours de plus, presque exactement 1 an après le texto original. Emma et moi avons décoré notre appartement ce week-end-là. Nous avons acheté un petit sapin et des ornements, accroché des lumières, et fait des flocons de neige en papier. Elle semblait plus légère cette année, moins accablée par les attentes ou la déception. Nous étions en train de créer nos propres traditions, juste nous deux. Le 10 décembre, anniversaire de ce terrible texto, mon téléphone a sonné. Le numéro de ma mère, le vrai. J'ai répondu. J'ai reçu ta lettre, a-t-elle dit. Sa voix était hésitante, dépourvue de son ton autoritaire habituel. Merci d'avoir répondu. De rien. Est-ce qu'Emma pourrait peut-être nous parler au téléphone un de ces jours? La voix de ton père lui manque. J'ai regardé Emma, qui coloriait à la table de la cuisine. Laisse-moi lui demander. C'est à elle de décider. J'ai mis le téléphone en sourdine. Emma, ma chérie, mamie est au téléphone. Elle veut savoir si tu aimerais lui parler, à elle et à papy, un de ces jours. Tu n'es pas obligé si tu n'en as pas envie. Le visage d'Emma est passé par plusieurs expressions. Est-ce qu'ils seront gentils? Je pense que oui, mais s'ils ne le sont pas, tu peux raccrocher à tout moment. D'accord, je peux essayer. J'ai réactivé le son. Elle dit qu'elle est d'accord pour essayer un appel. Que diriez-vous de ce dimanche, à 14 h? Ce serait merveilleux, a dit ma mère. Sa voix s'est légèrement brisée. Merci. À toutes les deux. Dimanche est arrivé. J'ai mis l'appel sur haut-parleur pour pouvoir surveiller. Mes parents ont été prudents, posant des questions à Emma sur l'école, son anniversaire, et ce qu'elle voulait pour Noël. Emma était polie mais sur la réserve, donnant des réponses courtes. Au bout de 15 minutes, elle a dit qu'elle devait aller finir ses devoirs. C'était difficile, a-t-elle dit après que nous ayons raccroché. Je sais, mon bébé. Tu t'en es très bien sorti. On peut le refaire? Cela m'a surprise. Tu veux? Oui. C'était bizarre, mais aussi un peu bien. Il me manque, même si je suis encore fâché. Nous avons fait un autre appel 2 semaines plus tard. Celui-ci s'est mieux passé. Il a duré plus longtemps. Emma leur a montré un dessin qu'elle avait fait. Mon père a pleuré, ce que j'ai pu entendre même s'il essayait de le cacher. Le réveillon de Noël, nous sommes restés à la maison. Emma et moi avons fait des biscuits et regardé des films. Vers 20 h, une boîte est arrivée par un service de livraison. À l'intérieur, il y avait des cadeaux pour Emma, soigneusement emballés avec des étiquettes qui disaient « de la part de papy et mamie ». Il y avait aussi une carte pour moi, contenant une photo d'Emma à l'âge de 3 ans, jouant dans le jardin de mes parents. Au dos, ma mère avait écrit « Nous sommes tellement désolés d'avoir oublié ce qui compte. Avec tout notre amour. » Emma a ouvert les cadeaux le matin de Noël, des fournitures d'art, des livres, un kit scientifique qu'elle avait mentionné vouloir lors d'un des appels. Des cadeaux attentionnés, pas chers, mais choisis avec soin. Elle les a disposés soigneusement sous notre sapin et a pris une photo. « Je peux le renvoyer ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr, ma chérie. » Elle m'a dicté un texto « Merci pour les cadeaux. Je les aime beaucoup. Joyeux Noël. Bisous, Emma. » La réponse de ma mère est arrivée en quelques minutes. Joyeux Noël,
ma chérie. Nous t'aimons tellement. Nous y allons doucement. Des appels téléphoniques toutes les 2 semaines. Des conversations prudentes où mes parents doivent prouver qu'ils ont changé. La confiance d'Emma est fragile, et je ne les laisserai pas la briser à nouveau. Cela fait maintenant 1 an que j'ai arrêté les paiements. Ma famille a appris à se débrouiller seule. Nathan a trouvé un meilleur travail et paie ses propres factures. Le crédit d'Ashley s'est redressé après qu'elle a pris ses responsabilités financières au sérieux. Mes parents ont déménagé dans une maison plus petite et plus abordable, et semblent en fait plus heureux avec moins de stress financier. Quant à Emma et moi, nous sommes plus fortes que jamais. Notre petite famille de 2 a tout ce dont nous avons besoin. Le fonds pour ses études que j'ai ouvert a maintenant plus de 15 000 €. Nous voyageons, nous nous créons des souvenirs, et nous construisons des traditions qui n'appartiennent qu'à nous. Parfois, les gens me demandent si je regrette de les avoir coupés de ma vie si complètement. Non. Je regrette que cela ait été nécessaire, mais je ne regrette pas de m'être protégé, et d'avoir protégé ma fille. Ils nous ont exclus alors que nous financions leur vie, puis ont agi comme si nous étions le problème quand j'ai arrêté. La meilleure vengeance n'a pas été les retombées financières, ni de les voir se démener. C'était de construire une vie où nous n'avions plus besoin d'eux. Où Emma a appris que la famille, c'est se traiter avec respect, pas par obligation. Et où j'ai appris que la générosité sans reconnaissance, c'est juste de l'assistanat. Nous reconstruirons peut-être notre relation avec mes parents un jour. Peut-être. Mais ce sera à nos conditions cette fois, basées sur l'honnêteté au lieu du ressentiment caché et des dettes tacites. Et chaque Noël, dorénavant, Emma saura qu'elle compte. Pas pour l'argent, pas par commodité, mais parce qu'elle est aimée inconditionnellement. Et ça vaut plus que tout ce que j'ai jamais payé.